Madame, mademoiselles, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur la Une TV pour cette émission de 2 heures avec ces candidats à l'élection présidentielle. Dans des périodes totalitaires, il est plus héroïque de survivre que de gagner, nous dit le docteur Louis Fouché, qui sera du reste mon invité sur cette antenne le 28. En tout cas, très heureux de vous retrouver tous pour cette nouvelle émission. Avec ce troisième débat citoyen aujourd'hui. Déjà, 8 candidats sur 20 sont passés sur notre plateau, candidats à l'élection présidentielle sur les listes citoyennes. On est fiers, en tous les cas, qu'ils aient choisi la Une TV pour débattre. Nous sommes là avant tout pour les découvrir, bien entendu, pour vous les faire découvrir, pour les initier au débat grand public, les aider à fourbir un peu, je dirais, leurs armes médiatiques, leur faire une sorte de média training aussi peut-être. Ce sont en tout cas nos poulains. On veut tout savoir d'eux, mais pas de les casser comme sur les chaînes mainstream où du reste, ils ne seraient a priori pas invités. Alors pendant que nous allons procéder à la présentation des invités, une question qui se pose: prendront-ils ici même l'engagement de soutenir in fine le meilleur d'entre eux, celui qui aura été plébiscité par le vote des téléspectateurs? Sheila leur posera sûrement la question dans un instant. En tout cas, c'est l'objectif de la Une TV, de prouver lors de ces élections la puissance citoyenne au-delà donc des partis classiques, car aucun des candidats en lice représentant les partis classiques aujourd'hui ne nous séduit outre mesure. C'est donc chez les citoyens que l'on trouvera sûrement le bon candidat. Comme Napoléon à son retour de l'île d'Elbe, vous savez, il aura 100 jours, ce candidat, 100 jours nécessaires pour s'imposer et obtenir bien sûr les 500 signatures. Alors sur cette antenne, vous serez amenés bien sûr vous-même téléspectateurs à voter pour celui ici même que vous préférez. 4 candidats encore aujourd'hui, au profil très intéressant, Sheila. Pouvez-vous nous les présenter rapidement? Merci et bonsoir. Oui, tout à fait. Bonsoir, bonsoir Richard, bonsoir à tous. Donc pour ce nouveau débat de candidats que j'aime bien appeler hors système, ce sont des candidats avec des profils très différents et je vais d'abord les remercier d'être avec nous ce soir. Et nous commençons le tour de table des présentations avec honneur aux dames, Madame Jacqueline Moureau, 54 ans, de profession hypnothérapeute et qui est candidate indépendante. Monsieur Gildas Vieira, 47 ans, qui est docteur en santé publique et président de la FRA, la France autrement. Bonjour. Ensuite, nous avons le général Antoine Martinez, 73 ans, président du groupe Les Volontaires pour la France. Et enfin, Monsieur Luc Laforêt, 61 ans, consultant informatique, et son groupe politique s'appelle 1P6R, une perspective pour la 6e République. À vous. Merci, Sheila. Merci beaucoup, Sheila. On va parler également du déroulé de cette soirée avec, donc, dans un premier temps, vous le savez, une interview assez directive de ces candidats pour apprendre à mieux les connaître et à savoir un peu, je dirais, ce qu'ils ont dans le ventre. Et puis ensuite, bien sûr, avec vous, Sheila, ça sera le grand débat sur les différents thèmes que nous aborderons. Quels sont ces 3 thèmes ce soir? Peut-être 2 même. Alors oui, deux thèmes parce qu'effectivement, on souhaite laisser quand même la parole aux candidats pour les entendre le plus possible. Donc les thèmes, ça va être en premier lieu l'actualité et la crise sanitaire. Et en deuxième point, en fait, leur programme, ce qu'ils nous proposent, ce qu'ils proposent aux Français, aux Françaises. Cette belle présentation qui aura été la vôtre sur cette antenne. Nous allons passer donc au 4e candidat, l'occasion déjà pour vous de voter pour l'un des 3 premiers en attendant le 4e. Monsieur Laforêt, bonjour, merci infiniment de venir ici sur ce plateau. Alors vous êtes pour un tronc commun avec un logo et un sigle qui, en tout cas, m'est difficile de lire. Alors je ne sais pas si téléspectateurs, moi, je suis obligé de mettre mes lunettes pour le lire. C'est quoi ce mouvement, alors, pour la 6e République, j'imagine, mais derrière tout cela? Alors, c'est un mouvement que j'ai créé il y a 2 ans et demi maintenant,
face à la situation de blocage politique dans laquelle on se trouve et à ce que j'appelle la barbarie qui monte, qui enfle dans tous les domaines. Le Covid-19 en est un exemple, mais il y a plein de choses qui sont de cette veine-là. Le transhumanisme, l'atteinte aux libertés, à la démocratie, la destruction de la société par l'école, l'islamisme, la destruction de la nature, de l'environnement. Toutes ces choses-là, en définitive, nous mènent à ce que j'appelle, en un seul mot, la barbarie. C'est-à-dire quelque chose qui nous amène vers un gouffre. Et j'ai fait aussi le constat, il y a 2 ans et demi, que les solutions passéistes, le pessimisme, était une voie sans issue. Et à partir de là, qu'il fallait être optimiste, résolument, volontairement, et ouvrir un espoir. On n'arrivera pas à sortir de la situation actuelle sans ouvrir un espoir pour tout le monde. J'entends les autres candidats dire il faut redonner sa grandeur à la France. Moi, je suis complètement d'accord. Mais comment on va faire? Comment faire cela? Eh bien, il y a 2 choses, il y a 2 conditions pour cela. Il faut mettre à bas le néolibéralisme, parce que le néolibéralisme, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est la destruction des nations. Donc, si vous ne mettez pas à bas le néolibéralisme, c'est même pas la peine. Il faut déjà poser ça comme constat. Et la deuxième chose, c'est donner un espoir, refaire un creuset français, où on est des citoyens qui aient la fierté dans leur chair, dans leur âme, d'être français. Et ça, ce creuset, c'est ce que je propose, au travers de cette 6e République, de refonder la République sur des bases plus profondes et en s'inspirant des meilleurs penseurs qui ont travaillé sur ces sujets. Alors, faut-il une 6e République ou faut-il tout simplement abandonner la République? Parce qu'on a vu que la République, au fil du temps, ça ne marchait pas. La 2e, 3e, 4e, 5e, on peut continuer comme ça éperdument autant que les variants du Covid. Moi, je dirais exactement le contraire. Moi, je suis dans l'informatique. Plus un logiciel a un numéro de version élevé, plus je fais confiance à ce logiciel. Les dynasties chinoises, il y en a plus d'une vingtaine. Les dynasties égyptiennes, il y en a des dizaines. Au contraire, le fait qu'on soit un numéro élevé n'est pas du tout un inconvénient. Ça montre justement que, on mûrit, on s'appuie sur l'expérience du passé pour construire. On ne va pas faire table rase de tout ce qui s'est fait auparavant en croyant que nous sommes plus intelligents que nos prédécesseurs. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas essayer de monter sur leurs épaules parce que nous sommes arrivés à un moment où on a besoin de dépasser cela. Alors, vous êtes pour le pouvoir d'achat, nourriture, logement, énergie. On voit que tout est en hausse depuis un certain temps, que la situation est vraiment devenue extrêmement difficile pour bon nombre de personnes. On est saigné de toutes parts, on le rappelait tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut vous permettre aujourd'hui, Monsieur Laforêt, de devenir président? Est-ce que d'abord, vous y croyez fermement que les Français vont vous donner ce blanc-seing pour occuper la fonction suprême en France, ou est-ce que vous faites un coup, si vous voulez, pour vous positionner ensuite dans un différent mouvement en vue des législatives? Car c'est vraiment une question qu'on est en droit de se poser. Je vous remercie de cette question parce que je pense effectivement que si je suis candidat, c'est pour, et c'est vraiment la seule raison, c'est pour vaincre Macron. C'est pas du tout pour faire un témoignage. Je sais, ça peut paraître fou, ce que je suis en train de dire, mais aucun des autres candidats, je dis bien aucun, de Marine Le Pen, en passant par tous les petits candidats citoyens, en passant par Mélenchon, en passant par qui vous voulez, n'a la moindre chance de battre Macron. Aucun. Et c'est bien en partant de ce constat que j'ai lancé ce mouvement, parce qu'on ne peut plus se permettre. S'il y a tant de candidats aujourd'hui qui se déclarent, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a besoin d'une mobilisation, et il y a cette mobilisation des citoyens parce qu'ils sentent bien qu'il y a un danger grave et imminent pour la France. Il y a un danger de mort de la France aujourd'hui. Et de plein de choses. Ça va même au-delà de la France. C'est une déliquescence, une dégénérescence complète. Donc, le but est de vaincre Macron. Et pour faire ça, il n'y a pas 36 façons de le faire. Il faut rassembler les Français. Quand on est dans la résistance, qu'est-ce qu'il a fait De Gaulle quand il a fait son mouvement de résistance, son appel de 18 juin? C'était de rassembler les Français, également au travers de Jean Moulin. Et qu'est-ce qui peut rassembler les Français? Il n'y a pas 36 façons. Déjà, il faut être optimiste, parce que si on est passéiste et qu'on pense que c'est les recettes du passé, comme nous le rebat Zemmour, qui vont permettre de nous en sortir, ça, c'est même pas la peine.
Et c'est bien pour ça qu'il faut trouver le sujet, et le sujet, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un, qui permet de rassembler aussi bien à droite comme à gauche, et nous sommes majoritaires si nous n'arrivons à nous rassembler sur le seul point commun qu'est la Constitution, justement, la 6e République. Je continue un peu dans votre raisonnement pour essayer d'aller encore plus loin. Donc vous, d'après vous, vous êtes l'homme idéal, le rassembleur idéal. Vous avez déjà initié ce mouvement de rassemblement. Vous avez déjà tendu des mains à gauche, à droite. Vous avez déjà des accords. Vous avez déjà des liens qui ont été établis. Vous avez déjà une crédibilité en la matière, parce que pardonnez-moi, mais je suis assez régulièrement sur les réseaux sociaux, on ne vous entend pas beaucoup. Alors là, ici, on a la représentante, en tout cas l'une des représentantes des Gilets jaunes, on a bien compris. On a un général, vous voyez, qui a quand même une posture extrêmement importante et digne dans ce débat aujourd'hui politique. On a un homme qui est un homme politique, qui a fait ses armes, qui s'est présenté, qui a réussi. Et vous, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, mais qu'est-ce qui fait que les Français vont voter pour vous? C'est la question que je me pose, et peut-être derrière moi les autres Français qui nous écoutent ce soir. Déjà, je vous remercie de me donner l'opportunité d'être un peu plus connu des Français, justement. Donc, c'est peut-être l'opportunité que vous m'offrez là de percer, justement. Mais effectivement, oui, j'ai envoyé une lettre à tous les petits candidats, d'ailleurs. Un certain nombre ici ont dû la recevoir. Justement pour faire un tronc commun. Parce que le tronc commun, on n'y arrivera pas, évidemment, si on ne se rassemble pas et si on ne commence pas déjà à pouvoir rassembler les Français citoyens, ceux qui ne sont pas déjà encartés dans les partis, pour donner une crédibilité à cela. Mais si vous voulez dire qu'il faudrait un miracle pour que cela se produise, et je suis complètement d'accord avec vous. Il aurait fallu, pourquoi j'ai lancé ce mouvement il y a 2 ans et demi, comme nous sommes une petite organisation, comme l'ont dit Madame Moreau et le général Martinez, il faut prendre les choses de loin. Et j'ai dit très clairement, en juin dernier, comme nous n'avions pas rassemblé de forces suffisantes autour de ce projet, que la barbarie devient complètement inévitable et que la plongée vers la barbarie est inévitable désormais. Sauf miracle, effectivement. Mais peut-être interviendra-t-il. D'accord, donc pour la 6e République, on l'aura bien compris. Merci infiniment. Je redonne la parole à Sheila, qui va aborder donc effectivement ces 2 thèmes qui sont les nôtres. Et puis on donnera, Sheila, bien sûr, l'occasion à ces candidats de débattre aussi un peu entre eux. Je pense que ça fait partie aussi du schéma de ce soir, si vous le voulez bien. Mais après, cette émission, c'est avant tout la vôtre. C'est vous qui nous l'avez proposée. C'est vous qui en êtes la garante, en quelque sorte. Merci Richard. Donc nous allons commencer en fait avec la question sur l'actualité et la crise sanitaire. Je commencerai avec Madame Moreau, puisque vous avez été la première à commencer tout à l'heure. Nous sommes tous d'accord ici pour faire le constat que la gestion de la crise sanitaire a été pour le moins chaotique en France. Donc, ma première question à l'attention de tous les candidats, c'est vous, si vous aviez été au pouvoir, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous mieux fait? Auriez-vous été, vous auriez proposé autre chose? Quelle aurait été votre solution? Et puis, deuxièmement, vous avez déjà répondu, Madame Moreau, sur un petit peu sur le pass sanitaire. Mais imposer unilatéralement aux Français un pass sanitaire, une obligation vaccinale, est-ce que pour vous, c'était la meilleure chose à faire? Très bien. Alors, Monsieur Luc Laforêt, excusez-nous, on vous oublie pas. Donc, mais c'est intéressant de débattre. J'avais pas remarqué que vous m'aviez pas oublié. Excusez-moi, mais j'ai commencé à m'endormir un peu. On revient vers vous. Donc, votre avis sur cette crise sanitaire et puis la gestion surtout de cette crise sanitaire, et puis sur ces obligations et ce vaccinal et pass sanitaire, est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce que vous comprenez la colère des Français qui s'expriment dans la rue? Bien sûr, je la comprends d'autant plus que j'ai été toujours dans les manifestations contre le pass sanitaire suite à l'annonce de Macron au mois
au mois de juillet. Mais sa politique, et je dirais de Macron, c'est celle du dernier fondé de pouvoir de l'oligarchie. Évidemment qu'il y a eu des prédécesseurs qui ont fait la même politique. C'est bien pour ça qu'il faut se battre contre ça. Parce que, justement, élection après élection, on a toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Vous changez un peu à droite, un peu plus à gauche, mais au fond, ce sont toujours les mêmes, c'est toujours la même politique. Et en 2022, si on continue comme ça sera le même qui sera encore reconduit. Il s'appellera Macron, il s'appellera Bertrand, mais ça sera la même chose. Et c'est contre ça qu'il faut bien se battre. Parce que cette pandémie, ça fait partie de la barbarie, de quelque chose qui se remplit sur toute la planète. Il faut bien voir que c'est bien le résultat du néolibéralisme, avec notamment les atteintes à l'environnement et notamment les déforestations, qui font ressortir des microbes jusqu'ici enfouis. Ces concentrations dans des grands centres urbains via l'exode rural. Et donc, quand vous mettez tous les gens ensemble, il est bien évident que les populations étant concentrées, eh bien, il est certain que les maladies se développent et mutent beaucoup plus rapidement. Enfin et surtout, cette mondialisation fait circuler les marchandises et les personnes très rapidement, ce qui fait qu'en quelques semaines, vous avez un déploiement de quelque chose qui était juste une épidémie en une pandémie en quelques semaines. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Et comme le disait le général, c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps. On sait qu'on va vers ça. On sait qu'on allait avoir ça. Et il y a des plans, effectivement, qui sont prévus pour ça. Alors, comment se fait-il qu'on ne les met pas en œuvre ou qu'on se met à bricoler ou voir qu'on les détruit, puisqu'on a détruit des masques, effectivement, suite, je crois que c'était Xavier Bertrand, hein, quand il était ministre de la Santé, qui a fait ça, donc un des candidats d'ailleurs. Mais on est rentré dans une barbarie, et la barbarie, elle est là pour durer, pour se poursuivre et pour s'amplifier. Parce que la troisième dose, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, eh bien, vous allez avoir la troisième, la quatrième, etc. On ne va jamais en sortir. Et ça, c'est une maladie, mais il y en aura d'autres. Et il y en a d'autres, des maladies, des pandémies liées à la mondialisation. La malbouffe, l'obésité, ça fait partie aussi de ces maladies et de ces pandémies. Donc, évidemment que la gestion du gouvernement, elle est à la petite semaine, elle est à l'image de ce néolibéralisme qui gère à 3 semaines. C'est-à-dire, on regarde juste devant soi le tableau de bord, et puis, on va faire comme ci, on va faire comme ça, un petit coup de volant à droite, un petit coup de volant à gauche. Et c'est exactement ce qu'ils font depuis le début. Donc, en plus, ils détruisent la démocratie, puisque avec ce Conseil de défense qui n'a normalement de lieu d'être qu'en cas de guerre, justement, quand il y a des choses qui doivent être secrètes, eh bien là, je ne vois pas en quoi on a besoin de secret défense, de secret militaire pour gérer ce genre de situation. C'est dans le temps long, effectivement, que ça s'inscrit, qu'il faut s'inscrire. Parce que les baisses de lits d'hôpitaux, ils ont commencé en 1981. Hein, et depuis, ça ne fait que baisser, que baisser, que baisser. Les ressources pour l'hôpital, c'est la même chose. Donc, à partir de là, on est vraiment dans une politique de long terme voulue. Et Macron n'est que le dernier fondé de pouvoir de ça. Et il nous divise, et pour eux, c'est aussi une opportunité. Et le pass sanitaire, c'est très clairement ça. C'est-à-dire qu'on stigmatise un certain nombre de Français par rapport à d'autres, or que cette responsabilité, elle leur incombe. Et c'est bien pour qu'on mette les yeux ailleurs que l'on met en place ce pass sanitaire et qu'on l'impose aux Français par une restriction énorme des libertés. Et là où je reviens sur la 6e République, qu'est-ce que ça aurait changé, la 6e République ? Mais on n'aurait plus ce Conseil constitutionnel qui est composé de loustiques qui sont autodésignés entre eux, ou de conseils d'État, une organisation complètement non démocratique, et qui sont censés être des contre-pouvoirs qui ne le sont pas. Cerise sur le gâteau, l'Assemblée nationale, qui est maintenant complètement aux bottes, c'était déjà le cas avant, mais avec le quinquennat, c'est devenu complètement pire, c'est devenu aux bottes complètement du dictateur en chef, qui est le chef de l'État. Donc, à partir de là, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de possibilité de contre-pouvoir. Donc, moi, j'ai entendu d'autres candidats. Beaucoup de candidats proposent des réformes constitutionnelles. Dans les débats précédents, j'en ai entendu, tous ont des réformes constitutionnelles. Mais moi, je vous dis, je propose justement ce tronc commun en disant, bien,
Plutôt que de faire un patchwork, une peau de léopard, changeons complètement la Constitution, changeons le système. Voilà ce que ça aurait changé. Et nous avons proposé, parce qu'il y a quand même des pays qui s'en sortent. Il y a l'Australie qui s'en est sortie. Il y a la Chine qui s'en est sortie. Il y a la Nouvelle-Zélande qui s'en est sortie. Nous, en avril dernier, on a proposé un plan de sortie de Covid en un mois et demi. Je ne vous avais pas m'interrompre parce que j'ai eu un long tunnel et M. Vieira a pu s'exprimer longuement. On a proposé au mois d'avril dernier un plan pour en sortir en un mois et demi, avec quasiment que des mesures politiques. Je dis bien des mesures politiques, et notamment de fermeture des frontières. Si on dit qu'on est en guerre, on ne mène pas une guerre avec une seule arme. La seule arme qu'ils ont, c'est le vaccin. Bien, peut-être que c'est une arme, mais il y a les traitements, comme on l'a dit. Mais il y a aussi la capacité d'accueil dans les hôpitaux. Le général qui est là pourrait le dire, est-ce qu'on mène une guerre avec une seule arme? Certainement pas. On a toute une logistique à mettre en place. La capacité d'accueil en est une. La Chine, je vous rappelle, ils ont construit des hôpitaux en 10 jours. Voilà donc ce qu'on aurait pu faire et ce que l'on peut toujours faire, si on se fait. D'accord. Alors moi, je voulais juste vous dire que l'exemple de l'Australie et de la Chine, je ne sais pas si ce sont les meilleurs, surtout quand on sait qu'en Australie, la répression a été très, très violente jusqu'à des tirs d'armes de la part des forces de l'ordre. Donc, voilà, pour moi, l'exemple de l'Australie, c'est pas vraiment celui qui, pour ma part, serait le meilleur en gestion de crise. Après, bon, chacun se fera son opinion à ce sujet. Non, mais attendez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je n'accrédite pas les tirs sur les personnes. Ce que je dis, c'est qu'en termes de chiffres, c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ils ont quasiment 0 mort quand même. Il faut quand même le savoir. Bon, il faut vérifier. Quand même. En tous les cas, puisque vous parlez de chiffres, et je pense vraiment, Sheila, qu'il faut passer maintenant à la deuxième phase. L'intervention d'Abdel avec Monsieur Laforêt, je vous laisse vous exprimer sur votre programme de la manière que vous le souhaitez, les propositions fortes que vous proposez aux Françaises, aux Français. C'est à vous, Monsieur Laforêt. Alors, la question centrale est que justement, dès que vous avez un programme politique, vous divisez les Français. Vous ne pouvez pas rassembler. Et c'est bien pour ça que c'est toute l'originalité de l'approche d'une perspective de la 6e République. Nous ne proposons que la 6e République, qu'une nouvelle constitution, qui est d'ailleurs en cours de rédaction, que vous pourrez trouver sur notre site. Donc, à partir de là, tous les autres projets qui proposent des mesures constitutionnelles, forcément avec à côté un programme. Mais c'est Mélenchon. Mélenchon, il fait la même chose. Monsieur Vieira fait la même chose. Ou d'autres font des propositions constitutionnelles. Forcément, vous divisez les Français et vous ne pourrez jamais battre Macron. Si vous mettez autre chose que la constitution d'une 6e République ou éventuellement une constituante qu'on soumettra à référendum, pas de problème. Vous pourrez rassembler les Français. Parce que vous travaillez sur les règles du jeu, vous ne travaillez pas sur le jeu. Alors, je comprends que M. Boutry, il ait des doutes sur la capacité de Luc Laforêt de réussir à assembler, mais je dis une seule chose, c'est la seule chose sur laquelle on peut gagner. Les autres propositions sont forcément perdantes parce qu'elles divisent. Tout est là. Parce que, justement, pour éviter de se diviser, pour refaire creuset français, on voit bien que si on parle de sujets comme l'immigration, comme l'islam, ben à partir de là, vous divisez les Français. Et vous n'arriverez jamais à mettre M. Vieira et M. Martinez ensemble. Parce qu'ils vont parler, or qu'on voit qu'ils ont des points communs, notamment sur tout ce qui est constitutionnel. C'est tout l'intérêt de la proposition d'une perspective de la 6e République, c'est que nous ne proposons que cela. Que cela. Et parce que, prenons un exemple, par exemple, de ce que propose M. Martinez, Zemmour, etc., par exemple sur l'immigration. Mais qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, vous allez plonger dans la barbarie. Vous allez plonger dans une guerre civile. Vous allez précipiter. Quand je parle de barbarie, c'est des choses tout à fait concrètes. C'est pas du tout des choses. Parce que si vous mettez en place ça, parce qu'on ne peut. Les mesures autoritaires, ça marche peut-être pour gagner du temps. Mais si vous ne traitez pas des problèmes idéologiques par des solutions militaires, vous résolvez des problèmes idéologiques par une autre idéologie, une idéologie plus forte.
par la conviction. Il faut gagner les cerveaux, il faut gagner les cœurs. Quand vous refaites une constitution à plusieurs, avec les Français, de toutes les origines, là, vous faites creuser. Vous parlez au cœur, vous parlez à leur âme. Et c'est à ça qu'il faut parler. Si on veut rassembler, arrêtez de diviser, arrêtez de nous diviser. Parce que Macron, quand il fait le pass sanitaire, il le fait, de nous diviser. Eh bien, nous ne tombons pas dans ce panneau-là. Alors, je n'ai pas tout à fait dit la vérité en disant que lien avec la Constitution. Parce que la Constitution de la 6e République, elle répond, je dirais, c'est une première pierre pour enclencher une spirale vertueuse. On ne va pas résoudre tous les problèmes comme ça. On va remettre de la démocratie. Et les Français, avec de la démocratie, eh bien, au fur et à mesure, on va remonter. Parce qu'on ne va pas, faut pas croire. Tous ceux qui vous disent qu'on va résoudre tous les problèmes qui datent de décennies et de décennies de décadence vont se résoudre comme ça en un claquement de doigts. Ça, c'est pas vrai. Nous, ce qu'on propose, c'est justement d'enclencher, de cesser cette spirale descendante et d'enclencher une spirale montante par plus de démocratie, par plus de contrôle dans la République notamment, en mettant une institution élue par le peuple et tirée au sort, à moitié-moitié, pour contrôler nos représentants. Voilà un premier élément. Mais bien évidemment, ça c'est pour le moyen et long terme. Mais pour le court terme, nous avons aussi un plan d'urgence parce que les gens, ils ont des urgences. Et là, on va le voir avec la diminution du pouvoir d'achat, ça va être absolument crucial. Et donc, nous avons un plan d'urgence qui ne comporte que des mesures consensuelles, c'est-à-dire qui sont acceptables aussi bien par des gens de droite comme par des gens de gauche, dans les domaines de l'économie, du social, de l'éducation, etc., etc. Elles sont sur notre site. Et ces propositions, en fait, c'est pas nous qui les choisissons. Elles sont en consultation, en termes de vote. Donc, les gens peuvent aller sur le site et voter pour telle mesure ou telle mesure. Et par exemple, dans le domaine de l'économie, il y a deux mesures qui ressortent et du social. C'est la renationalisation de la poste, des autoroutes et de toute structure nationale indispensable à la fourniture d'eau et d'électricité, par exemple. Et puis, il y a l'autre mesure économique qui serait l'augmentation du SMIC de 12,5% avec indexation régulière sur le coût de la vie. Voilà, par exemple, sur le plan économique. Sur le plan social, autoriser et favoriser l'habitat alternatif, camping-car, etc., etc., et mettre fin aux bidonvilles qui se développent dans notre pays. Voilà deux mesures. Dans le domaine de l'éducation, refonder globalement l'éducation nationale sur des principes républicains et humains, notamment sur les matières enseignées. Et l'autre mesure qui suit également, c'est le retour à la morale, à l'instruction civique, se lever notamment lorsque les professeurs entrent dans la classe, apprendre le respect des différences. Ça, ce sont des mesures qui ont été choisies par les gens qui ont participé à la consultation qui sont sur notre site. Bah, il y a le domaine de la santé, bien évidemment, aussi. Merci beaucoup. Alors, on va pas faire une lecture exhaustive de tout votre programme. C'était la dernière. Non, ça serait le déflorer. Alors, ce que je vous demanderais, c'est vraiment de répondre. Si je vous dis nouvel ordre mondial, qu'est-ce que ça vous parle en 1 minute? On pourrait commencer par vous, Madame Jacqueline. Nouvel ordre mondial, forum de Davos. Forum économique de Davos. Klaus Schwab. Alors, Abdel, Monsieur Laforêt n'a pas répondu à ta première question non plus. Et après, on pourra reprendre avec lui pour la deuxième. Il peut faire intergrouper. Parce que la première et la deuxième, c'est quasiment la même. Donc, il peut faire intergrouper. Hein. Oui, Monsieur Laforêt, on vous écoute. Alors, la première et puis la deuxième. Donc, je réponds aux deux en même temps. Alors, déjà, sur la première, moi, je ne sais pas ce que c'est que des agendas, il y en a plusieurs. Des 2020, 2030, il y en a plusieurs, je ne sais pas ce que c'est exactement. Sur le nouvel ordre mondial, là, par contre, on sait très bien ce que ça veut dire. Parce que c'est ce nouvel ordre, justement, néolibéral, qu'ils veulent imposer avec des cultures, une américanisation globale de la planète, et les goûts les mêmes pour les autres, la diminution du nombre de langues. Vous savez qu'on on est en train de passer en ce moment de 4000 langues parlées à 1 millier seulement. Ça aussi, ça fait partie de la barbarie. La diminution des langues, c'est une diminution de vue sur le monde. C'est un autre exemple. Donc, l'agenda 2020-2030, c'est continuer la mondialisation. Sauf que là, ils ont un problème, c'est qu'ils ont un coup d'arrêt
tant par cette pandémie, mais également un coup d'arrêt économique avec une désorganisation de la production et un système qui est d'un point de vue financier, qui court à sa perte par une émission monétaire complètement folle qui ne pourra pas durer éternellement. Donc je pense que leur projet, en fait, nous amène au gouffre, y compris d'un point de vue économique. Alors, mais il existe, ce projet, il existe, bien évidemment. Laisse répondre. Alors, sur cette question de l'islam, moi je pense qu'il y a une chose très importante qu'il faut bien faire, c'est bien distinguer l'islam, qui est une idéologie, des musulmans, qui sont les gens qui pratiquent ce culte. Moi, je fais vraiment bien la distinction entre ces deux choses, parce qu'on peut pratiquer de façon extrême et très fondamentaliste, on va dire, et c'est là qu'on va trouver les islamistes et le terrorisme, ou juste avoir une référence culturelle, une référence, je dirais, séculaire. Et ça, c'est vraiment deux choses qu'il faut bien séparer, parce que sinon, on ne comprend pas et on mélange les mots et on mélange les choses. Et cet islamisme, ce terrorisme, il ne faut pas se voiler la face, il existe. Dire qu'il n'a pas été instrumentalisé, par exemple en Afghanistan, où pendant des années, les talibans ont été financés, et Ben Laden a été financé par les Américains pour combattre les soviétiques, mais ça c'est certain. C'est certain qu'ils sont instrumentalisés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fond idéologique qui existe en Afghanistan, mais qui existe aussi dans plein d'autres pays. Le GIA en Algérie, ce n'est pas la France qui l'a inventé, ou les frères musulmans en Égypte, en Turquie, etc. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont inventées, qui ne sont pas des causalités françaises. Vous voyez ? Donc tout ça, ça existe. Et je dirais, moi, cet islam fondamental qui prend les textes, cette idéologie au pied de la lettre, eh bien oui, pour moi, ça fait partie des barbaries, justement. J'en ai cité quelques-unes, mais ça en fait partie. Vous n'avez pas fait attention à ce que je vous ai dit. Je vous avais posé la question, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en France? Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui ont travaillé la question de la France. Est-ce que vous savez que les deux terrasses et le Bataclan sont les deux seuls endroits de Paris qui ont été enlevés alerte attentat? Est-ce que vous savez que Charlie Hebdo, toute la protection policière qui était en place depuis des mois a été enlevée 2 jours avant? Est-ce que vous savez qu'à Nice, le camion a traversé toute la place sans trouver aucune voiture de police, qui est inacceptable et qui jamais n'a été dans l'histoire du maintien de l'ordre ou de sécuriser des lieux. Donc, à travers Fisser, à travers Mourad Al-Attab, je vous raconte même pas monsieur Mohamed Merah, qui s'est fait arrêter à Tel Aviv 1 an avant, qui s'est fait arrêter au Pakistan, en Afghanistan, qui s'est fait arrêter en Libye 1 an avant qu'ils viennent commettre les attentats ici. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que si à un moment donné aussi, vous voulez qu'on considère vos candidatures comme des candidatures je m'excuse, j'interromps parce que ces propos sont intolérables. Moi, personnellement, je trouve ces propos intolérables. Il y a des gens qui sont décédés, des gens qui sont morts, qui se sont fait écrabouiller à Nice par un camion et tout ça. Ces propos sont intolérables. Est-ce que cette émission, Sheila, c'était une belle émission, en tous les cas, de plus de 2h30. Je peux bien donner une conclusion aussi, si vous me le permettez. Ah, bien sûr, allez-y. Excusez-moi. Moi, ça sera très rapide aussi. Moi, je voudrais dire, s'il y a un message, c'est que rien ne sera possible si on ne rassemble pas les Français. C'est un préalable pour pouvoir échapper au chaos, justement. Et ça passe, je pense, par une nouvelle constitution, par changer le système. Il faut vraiment avoir la volonté de changer le système et pas être juste dans la revendication, dans la plainte. C'est-à-dire, il faut prendre son avenir en main. Et ce que nous proposerons dans les premières mesures, ça sera justement un référendum qui soit permettra donc un vote par approbation, un choix multiple, soit la 6e République que nous proposons, soit une autre 6e République, parce qu'il y a d'autres propositions, soit une assemblée constituante tirée au sort, soit une assemblée constituante élue. Les conditions d'un tronc commun sont rassemblées. Voilà, le tronc commun, c'est ce que j'allais dire. C'est votre mot qu'on retiendra ce soir. C'est vraiment le label de votre mouvement et c'est sa baseline, le tronc commun. Merci infiniment à vous tous d'être venus sur ce plateau et d'avoir vraiment dialogué avec nous. Voilà, ça a été chaud par moments, mais c'est aussi l'objet de ces débats.
En tout cas, vous êtes les bienvenus et vous reviendrez quand vous voulez. Merci à vous tous et à très bientôt donc, pour une nouvelle émission. Sheila, qui a disparu, là, elle a des problèmes de connexion visiblement, aurait dû nous donner les 4 candidats qui seront là la semaine suivante. Vous pourrez aller voir sur le chat de la Une TV justement qui a gagné en tout cas les grandes tendances et des victoires d'aujourd'hui. Merci à vous et puis à demain pour la grande émission sur la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane. Sheila est là, hein. Richard, Sheila est là. Alors, on va lui donner le mot de la fin, Sheila. Elle le mérite. Sheila, ça a été comment cette émission? Comment elle était perçue sur les réseaux? Je suis désolée. Alors, en fait, cette émission a encore une fois été très suivie, très commentée. Malheureusement, bon, j'ai quelques problèmes de connexion. J'espère que vous m'entendrez jusqu'au bout. En tout cas, effectivement, il y a des points de vue très différents d'un candidat à l'autre. Et je pense que la force de tous ces candidats, ces candidats qui n'ont pas l'appui des partis politiques, s'entendre les uns avec les autres pour, comme disait Monsieur Laforêt, essayer d'aller à la conquête du pouvoir. En tout cas, la démocratie, c'est le débat et accepter les différences des uns et des autres et surtout ne pas diviser puisque on a déjà des gouvernants qui sont assez forts à ce jeu-là, diviser pour mieux régner. Donc, essayons de s'accepter avec nos différences et ne créons pas plus de clivage. En tout cas, merci à tous d'être venus ce soir. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouvera sur la Une TV. Alors, 4 nouveaux candidats pour la semaine prochaine. Nous aurons avec nous la semaine prochaine Madame Mariko. Également avec nous la semaine prochaine, nous aurons Clara Egger parce que Clara était venue déjà sur le premier débat, mais comme elle était malade, voilà. Donc, on avait promis de la recevoir et elle sera là donc la semaine prochaine. Et nous aurons Morad El Attab avec donc notre 4e candidat, ce sera Monsieur Gilles Lazzarini. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, ça donnera lieu aussi à un beau débat. Merci à vous, Sheila. Merci à vous tous. Merci aux téléspectateurs de nous suivre fidèlement sur cette chaîne qui n'est sponsorisée, inutile de dire, par personne, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, par médias interposés. Elle est financée tout simplement par vous et par moi. Que les choses soient claires. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À demain. Merci. Au revoir. Au revoir.